Serge Achdenberg, bonjour. Bonjour Mélou. Aujourd'hui, on commence une série qui est émouvante pour moi, j'imagine pour vous aussi. On va raconter, tout simplement, vous allez nous raconter l'histoire de Radio J. Je dirais même la vie de Radio J. Vous qui êtes le fondateur, le président de Radio J pendant 38 ans. Mais on va commencer avant Radio J. Un épisode qui est digne d'un film de Lelouch, c'est votre naissance. Mais je suis né pendant la guerre, pendant l'occupation, les Allemands étaient à Paris, et il y avait bien sûr les lois de Vichy, donc les lois de Pétain, on les appelle comme on veut, mais elles avaient été écrites par Pétain, qui a même durci les propositions qu'il avait de Laval. Il a rajouté « et les enfants ». Et les enfants. C'est beaucoup. D'ailleurs, je passais il y a quelques jours au Buttes-Chaumont, au parc des Buttes-Chaumont, où il y a un monument pour les enfants du 19e arrondissement, et il y a 35 noms qui sont là, et le plus jeune a 3 mois. Donc, mes parents se marient en 39, ma mère m'attend en 41. Mon père est polonais, ma mère était polonaise aussi. C'était pas comme aujourd'hui ou comme après la guerre. Le moment arrive où ma mère a ses premières douleurs et il faut aller à l'hôpital. Alors, je ne sais pas pourquoi on devait aller à l'hôpital Rothschild. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a un rapport ou si c'était l'hôpital de garde, j'en sais rien. Mais on devait aller à l'hôpital Rothschild dans le 12e arrondissement, mais les Juifs n'avaient pas le droit de sortir à cette heure-là. Il était plus de 20 heures. Donc c'est la concierge qui est allée au commissariat des Enfants Rouges, rue de Bretagne, chercher un quart de police secours. À l'époque, on n'allait pas dans la camionnette des pompiers à l'hôpital, on y allait dans les quarts de police secours. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Et mais ça a été longtemps après la guerre, ça a été comme ça aussi. Il n'y a pas très longtemps qu'on est revenu aux ambulances des pompiers. Et donc, elle ramène, elle revient avec les gardiens de la paix, comme on les appelait, qui nous amènent à l'hôpital, et ma mère accouche donc à l'hôpital Rothschild, rue Santerre. Un présage. Bon. Donc, je viens au monde comme ça. Quelques mois après, mais vraiment très peu de temps après, 3 mois après, ça devait être janvier ou février, les Allemands arrêtaient les hommes étrangers juifs, soi-disant pour aller au travail obligatoire ou des choses comme ça. Mais mon père en avait tiré une conclusion très simple, c'est que les hommes partaient et on les voyait jamais revenir. Et donc, il décide de quitter la zone occupée pour aller en zone libre. Et avec son copain Archel Abramovitch, il rentre dans un wagon de bestiaux, de chevaux, des chevaux de boucherie, que quelqu'un transportait pour les vendre et à la fin pour être mangés, pour les emmener donc à Lyon. Mon père n'avait pas peur de se mettre au milieu des pattes des chevaux parce que à Varsovie, son père avait des chevaux, il livrait du bois et du charbon, et il avait des charrettes tirées par des chevaux, et mon père avait toujours vécu au milieu des chevaux. Donc, ils prennent le train dans le 12e à la gare des chevaux, hein, et ils partent là-bas. Ma mère reste à Paris avec moi, et arrive la rafle du Veldiv. Par miracle,
ma mère et moi, nous y échappons. Nous ne savons pas pourquoi, mais il y avait 2 autres familles juives dans le même immeuble où nous étions. Et les 2 familles ont été arrêtées, ont été déportées, ne sont jamais revenues. Et ils n'ont pas frappé chez nous. Est-ce parce que la police avait appris que mon père n'était plus là, les renseignements de la police avaient dû faire leur boulot, et peut-être qu'ils pensaient qu'on était tous partis, peut-être. Je n'ai jamais trouvé d'autre explication. Et donc, ma mère est là, plusieurs fois elle échappe à des arrestations, fallait avoir beaucoup de chance, hein. Elle me disait toujours, tu prends le trottoir de droite, aujourd'hui les policiers sont sur le trottoir de gauche, tu prends le trottoir de gauche, ils peuvent être sur le trottoir de droite, et tu y échappes. Si tu es sur le même trottoir qu'eux, tu sais pas où tu pars, ils t'arrêtent, et voilà. Bon. Donc, mon père écrit à ma mère après la rafle du Veldiv et lui dit, rejoins-moi à Lyon. Donc, ma mère et l'épouse, la femme d'Abramovitch, de Herschel, part avec ma mère. Elles prennent le train à la gare de Lyon pour aller dans une petite ville où il y avait un arrêt qui s'appelait la ville Sennecey-le-Grand et qui était à cheval entre la zone libre et la zone occupée. Coup de chance aussi, ils ne sont pas contrôlés par la police allemande pendant le voyage, à peu près 300 km, 350 km, vraiment un coup de chance. Et ils arrivent à Sennecey-le-Grand et ils vont dormir dans l'hôtel où il y avait une entrée, dans le même hôtel, une entrée zone occupée et une autre entrée ou sortie zone libre. Et là, il était convenu qu'un taxi devait venir de Lyon nous chercher. Mais les choses se passent pas très rapidement. Et les gendarmes français poursuivaient les Juifs, ainsi que la milice, et là aussi pour une raison que nous n'avons jamais connue, voulaient absolument arrêter Dora, la femme de Herschel, et ils la poursuivaient. Et ils finissent par l'arrêter. Ma mère, elle, pour se cacher et pas être arrêtée par les gendarmes, se mettait sur le quai de la gare à regarder passer les trains comme si elle attendait un train ou elle attendait quelqu'un. Moi, dans les bras, elle passait sa journée sur le quai de la gare de Sennecey-le-Grand. Dora se fait arrêter par la milice, qui l'emmène dans un camp, je ne sais où, à côté de Paris, je ne sais pas lequel. Et c'était une femme qui, à l'époque, avait une vingtaine d'années. Et au moment où elle rentre dans le camp avec d'autres prisonniers, juifs, espagnols, communistes, gaullistes, tout ce qu'on veut, tout ce que la gendarmerie et la milice arrêtaient, quelqu'un lui tape sur l'épaule et lui dit « Dora, qu'est-ce que tu fais là ?» C'était le chef du camp qui était le père de la meilleure copine de Dora quand elle allait à l'école communale à 12-13 ans. Et c'est ainsi qu'elle a pu être libérée, il l'a sortie du camp et il l'a renvoyée à Paris, je ne sais pas par quel moyen, mais lui savait. C'est des histoires incroyables. Bon. Ma mère, elle, de son côté, est à Sennecey-le-Grand et donc, finalement, le taxi vient la chercher. Bon, ils se parlent au téléphone. Le taxi vient la chercher. Il y avait une malle à double fond. Et elle se met dans la malle avec moi. Le chauffeur était accompagné par un monsieur Bernard Choleva, qui était, le pauvre, le père de Nicole Silbert, qui a rejoint Radio J plus tard, comme quoi les choses sont assez drôles. Qui est trésorière de Radio J. Qui a été trésorière plusieurs années de Radio J. Bon. Et donc, comme ça, ma mère et moi partons jusqu'à Lyon. Et là aussi, mon père a eu de la chance.
de ne pas se faire arrêter plusieurs fois. Enfin, il fallait avoir beaucoup de chance. C'était jamais simple. Serge Ajdenberg, on se retrouve très bientôt pour le 2e épisode. Je rappelle que c'est l'histoire de Radio J racontée par le président et fondateur de Radio J, Serge Ajdenberg. À très vite. À très vite.